Quand c'est un homme qui dit non mais moi en fait ça me pose pas de problème de pas pouvoir harceler à des hommes qui disent oui mais moi je, et ben d'un coup ça a plus d'impact que quand c'est nous qui le disons en fait. C'est la bande dessinée sur la charge mentale, celle qui est devenue super virale. C'est la BD d'Emma. La BD sur le rôle de la femme puis le consentement en réponse à la lettre des 100 Françaises qui croient au droit d'importuner. C'est Emma aussi, la BD sur le port du voile. C'est elle. Bref, je suis assise avec la BDiste française qui met régulièrement le feu à Facebook et qui lance ces temps-ci le deuxième recueil de la série Un autre regard. Je profite de son passage en sol québécois pour me demander, en pleine révolution post-moi aussi, comment on fait pour militer sans s'épuiser? Emma, merci d'être ici. Merci. Tu t'es donné comme rôle, je cite, de politiser ce que les femmes vivent au quotidien et d'éveiller le public. C'est tellement lourd! Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Bah, je sais pas, je suis un peu monomaniaque quand je vois quelque chose qui Monomaniaque? Oui, c'est ça, j'ai un projet, je me lance dedans à fond jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et j'ai fait ça pour plein de trucs avant. Quand j'ai pris conscience de l'oppression sexiste, je me suis dit, ça y est, c'est mon projet maintenant. Et je pensais que ça me prendrait quelques années, en fait, et qu'après, je pourrais passer à autre chose. Donc, c'était il y a 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé cet éveil-là? En fait, c'est deux événements. C'est mon arrivée dans un milieu professionnel hyper masculin. C'est-à-dire? Je suis ingénieure en informatique, en fait. Et jusqu'ici, j'avais eu des problèmes liés à mon genre, mais avec lesquels j'avais réussi à composer. Et là, je suis arrivée dans une entreprise où l'ambiance ne me permettait plus du tout de faire ça. Et au même moment, je suis devenue mère. Et donc, du coup, mon statut de maman est entré en collision avec cette ambiance très toxique, très viriliste dans laquelle j'étais obligée d'évoluer. J'ai pas réussi, hein, j'ai fait un burn-out et donc du coup j'ai commencé à m'intéresser un peu à pourquoi ça m'arrivait. Est-ce que ça m'arrivait à moi parce que j'y arrivais pas ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui étaient concernées? J'ai discuté un peu, j'ai vu que d'autres personnes étaient concernées, j'ai vu que c'était aussi des femmes qui avaient aussi pour la plupart de jeunes enfants. Et donc du coup j'ai des amis qui sont féministes qui m'ont dit voilà de la lecture, on t'invite dans des groupes, viens discuter, etc. Et je me suis dit c'est le patriarcat qui m'a fait ça, je vais mettre fin au patriarcat. Ben oui, OK, pourquoi pas? Puis en quoi ton quotidien s'est transformé depuis que tu as décidé de mettre fin au patriarcat? Je suis plus fatiguée. Voilà! Au Québec, dans la dernière année, il y a eu beaucoup de discussions entre les femmes qui prennent parole publiquement. Il y a des chroniqueuses qui ont abandonné leur tribune parce qu'elles étaient épuisées, elles étaient plus capables de composer avec les abus des trolls, avec les commentaires en ligne qui surviennent à tout moment. Il n'y a pas d'heure pour recevoir des commentaires haineux. En France, comment ça se passe? Pareil. Ouais. Oui, en général, j'observe ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se lancent dans le militantisme. Donc les femmes, elles vont beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'elles n'ont pas trop une place de parole ailleurs. Donc on investit beaucoup cet univers-là, ce que je trouve génial. Ouais. En général, il y a une montée, c'est-à-dire que celles qui arrivent à exprimer des idées de façon à ce que ça ait un impact montent assez rapidement, on les lit beaucoup. Et il y a toujours un moment où elles arrêtent. Parce que c'est trop dur en fait et souvent c'est un événement, quelqu'un qui était proche qui se met à faire n'importe quoi ou l'accumulation de trolls, du cyberharcèlement sur quelque chose et elle ferme tout, elle laisse tomber et elle continue à faire quelque chose mais sans ouvrir les commentaires, elle se protège beaucoup plus, quoi. Puis comment ça se passe pour toi? Là, je suis dans la phase ascendante, mais effectivement, j'arrive un peu dans cette phase de fatigue parce que je me fais attaquer beaucoup par des hommes principalement parce que j'aborde beaucoup de sujets féministes, par des personnes racistes aussi parce que je parle beaucoup de violences policières et puis justement un petit peu ce milieu institutionnel de la parole masculine blanche aisée qui occupe complètement la sphère médiatique, qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, ils gèrent pas trop cet univers, ils se sentent menacés parce que les gens délaissent un peu la télé et tout ça. Les médias traditionnels.
Et du coup, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se raccrocher. Donc moi, j'ai eu des chroniques haineuses contre moi, contre mon travail. Et ce qui est triste, contre mon travail, ok, on discute, mais contre ma personne, ça, c'est pas terrible. Et puis ils font pas dans leur coin, ils essayent de me taguer sur mes réseaux et tout pour dire j'ai dit du mal de toi, est-ce qu'on peut clasher, parce que eux, ça leur fait un peu de retour derrière. Bien sûr. Voilà, ils essayent d'attirer. Ça leur ouvre une nouvelle audience. Ils essayent de réattirer l'attention. Souvent, je lis pas, en fait. Je lis pas, j'écoute pas. Tu y arrives? Oui. Sur mon blog à moi, je suis obligée de lire pour modérer, donc ça, je fais. Mais quand c'est des gens qui écrivent des articles, des chroniques sur moi et que je connais un peu le type de personne, je lis pas. Et les gens qui me disent « Ah, machin, fais une chronique sur toi », je dis « Laisse ». Je demande aux gens de pas faire tourner, de pas polémiquer, de laisser. Okay. Parce qu'ils font ça parce que leur truc est en train de mourir, en fait. Et si on fait rien, ça va finir de mourir. Et en fait, je pense la même chose de la tribune des 100 femmes. Voilà, c'est un monde qui se meurt. Je parle pas de l'âge, je parle vraiment de ce milieu-là. Et du coup, il faut le laisser mourir tranquille. Il faut pas essayer de répondre. Enfin, en tout cas, je dis pas, il faut. C'est moi, c'est mon choix. Il y a la fatigue militante pour toute femme dans la sphère publique, mais il y a aussi une fatigue, je crois, dans la sphère privée. Oui. Après tout ce qui vient avec moi aussi, toutes les discussions qu'on a à avoir entre amis, dans notre couple, en famille, ça aussi, ça peut être épuisant d'essayer d'expliquer notre condition puis les limites de notre désir dans l'intimité. Comment on fait pour y arriver sans baisser les bras? Alors en couple, c'est compliqué pour les femmes féministes hétérosexuelles parce que alors je sais plus quelle féministe a dit ça, mais on couche avec l'ennemi, entre guillemets, on couche avec l'oppresseur. On l'aime et pourtant il a des comportements genrés, nous aussi, donc c'est difficile. Sûr. Moi j'ai de la chance, mon compagnon il est très féministe. Quand on s'est rencontrés, il l'était, pas moi. Et du coup voilà, c'est lui qui m'a un peu challengée sur des idées reçues que j'avais et tout ça. Wow. Mais j'ai plein d'amis pour qui c'est pas le cas. Et après être allé manifester, militer, discuter avec des gens, elle rentre à la maison, elles doivent continuer en fait. Exactement. Et ça, je sais pas comment elles font. Je sais qu'il y en a pas mal qui se séparent parce qu'au bout d'un moment, c'est trop compliqué. Il y en a qui arrivent à faire avec, à composer. J'ai pas trop de conseils à donner là-dessus. Mais je crois que tes BD peuvent en elles-mêmes être un outil pour aider. Moi, je crois que dans mon entourage, il y a certains hommes qui ont réussi à mieux comprendre des concepts comme la charge mentale après avoir vu passer ton travail sur Facebook. Est-ce qu'il y a des hommes qui t'écrivent avec un feedback positif? Oui, il y en a. Pas énormément, mais il y en a. Il y a aussi des hommes, ça c'est super, qui sont déjà féministes, qui viennent sur mes réseaux parler aux autres hommes. Wow. Donc ça c'est super parce qu'en fait... quand c'est un homme qui dit non mais moi en fait ça me pose pas de problème de pas pouvoir harceler à des hommes qui disent oui mais moi et d'un coup ça a plus d'impact que quand c'est nous qui le disons en fait. Et puis il y a pas mal d'hommes qui m'ont écrit pour me dire mais maintenant je comprends pourquoi je m'engueulais avec ma copine et du coup je sais ce que je peux faire alors qu'avant ils comprenaient pas. Enfin vraiment c'était ça la charge mentale c'est un concept qui leur échappait complètement et comme il n'y avait pas le mot ça se matérialisait que par des engueulades en fait. Donc la BD a aidé. Il y a beaucoup de tabous puis de réflexes qu'on perpétue dans l'intimité puis qu'on n'est pas encore prêt à questionner. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, souvent, on a l'illusion que tout ce qui concerne l'amour et la sexualité, ça serait comme dans une bulle, et l'art aussi, souvent l'art est là-dedans, dans une bulle qui aurait évolué dans une grotte complètement à l'abri du reste du monde, et qui, par magie, ne serait pas impactée par le sexisme et par le racisme. Alors que si, on voit que les schémas de couple, ils reproduisent des tas de trucs, que la sexualité, non, elle n'est pas libre, on reproduit aussi un tas de choses, elle est très hétérocentrée, très centrée sur le plaisir masculin, donc on a beaucoup de choses à travailler là-dessus. C'est pareil pour l'amour, dire si on fait un fichier Excel, la répartition des tâches, c'est qu'on s'aime pas assez. Maintenant, c'est le contraire en fait, c'est qu'on veut pas perdre de temps à s'engueuler là-dessus et du coup on met ces choses au clair pour pouvoir faire des trucs cool. Vraiment, même chose pour le désir, mettons les choses au clair, ça ne tue pas de magie, ça permet une plus grande liberté après. Oui, bien sûr. Mais ça, sur la sexualité, c'est compliqué parce qu'il y a une espèce de... déjà, tout ce qu'on apprend, c'est beaucoup comment faire plaisir aux hommes. La presse féminine, elle est beaucoup orientée autour de ça. Les hommes, ils savent très tôt comment avoir du plaisir. Les filles, on leur apprend pas trop. Alors, on se débrouille en discutant avec un peu notre entourage et tout ça. Et du coup, on est beaucoup dans
il faut apprendre ça, mais en plus, comme on est beaucoup les femmes dans le service émotionnel, on va pas dire que c'est pas terrible. Que c'était pas parfait. Bah ouais, voilà. Donc non seulement on va faire avec le fait que ça soit pas terrible, mais en plus on va pas le dire, on va dire si c'était génial, parce que en plus de faire plaisir à l'autre, on va devoir lui accorder le plaisir de penser qu'il a fait plaisir. C'est très compliqué. J'espère qu'il y a certaines personnes qui t'écoutent en ce moment puis qui se demandent s'ils font vraiment plaisir. J'aime vraiment que tu serves d'outil de discussion. Je te remercie pour ça. Tu nous enlèves un poids aux autres. Avec quel prochain sujet tu comptes nous bouleverser dans les semaines à venir, si on veut un scoop? Justement, il faut que j'aborde cette question de la charge émotionnelle et du coup, je vais parler de sexualité et du fait que c'est pas naturel et que voilà, on est aussi vachement dans le service. En France, il y a beaucoup de débats sur la question du travail sexuel, donc des rapports tarifés, voilà. Je pense qu'il faut interroger ça, mais il faut aussi interroger ça dans le couple, c'est-à-dire est-ce que le couple, dans certaines circonstances, c'est pas aussi une forme de service sexuel rendu, le mariage avec des différences de salaire, comment ça se passe, est-ce que la sexualité elle est impactée par ça? Voilà, pour moi le sujet est beaucoup plus large, quoi. Ça va être le fun! Je pense que ça va flamber. J'adore, j'ai hâte. Merci infiniment, Emma, d'avoir pris le temps de jaser chez Urbania. Avec on peut plaisir. se procurer dès maintenant Un autre regard 2 dans toutes les bonnes librairies. Et évidemment, on te suit sur Facebook pour continuer à réfléchir puis se choquer. Et venez discuter. Yeah. Merci.